Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coast to Coast, le podcast de Tactica. Coast to Coast, la nouvelle émission dans l'audiovisuel francophone qui débriefe l'actualité du basket belge. À mes côtés pour cette quatrième émission, Guillaume Zaracas. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Et Corentin Wilmot. Corentin, bonsoir. Oui, Augustin, bonjour à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver toutes les 2 semaines pour débattre, animer et analyser notre passion pour la balle orange. Suivez-nous sur Spotify et YouTube et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur notre groupe Facebook Coast to Coast Podcast pour réagir et poser vos questions. Au sommaire de l'émission du jour, un rapide retour sur le championnat belge avant la dernière ligne droite pour les playoffs. Nous allons ensuite nous immiscer dans les coulisses des équipes de D1 pour tirer un bilan de cette saison particulière, mais aussi pour se projeter dans la suivante. À ce sujet, nos invités du jour sont Marie Declercq, General Manager de Filou Ostende, et Nickel Kepsi, General Manager du Phoenix Brussels. Coast to Coast Clap 4e, c'est dès maintenant et je vais tout de suite céder la parole à Guillaume Zaracas qui va faire le point sur l'Euromillions League à quelques journées de la fin. Guillaume, on approche des playoffs. Où en est-on dans cette fin de phase classique ? Alors, la réalité d'un club n'est pas celle d'un autre à ce stade de la saison et c'est regrettable. Donc, voilà, il reste un mois avant les playoffs. On a le Brussels qui n'a plus que 4 rencontres à disputer, là où Malines en a encore 11. Donc, on sait faire le point et à la fois, on doit prendre en considération différents éléments. Voilà, il y a eu les rencontres reportées suite à des situations sanitaires jugées dangereuses qui ont créé un peu la pagaille dans ce classement. Le calendrier n'aide en rien à offrir de la lisibilité au classement, ni même parfois de l'équité entre les clubs. Voilà, s'il fut un temps où on jouait les samedis et dimanches, il y a aujourd'hui plus de constance, plus de règles. On joue tous les jours de manière parfois aléatoire et certains clubs comme Ostende et inévitablement Malines vont jouer à un rythme digne de la NBA prochainement. Donc voilà, en se penchant sur plutôt le nombre de victoires et de défaites et non sur les points qui faussent le classement. Alors on peut constater que Mons et Ostende sont les équipes les plus complètes et régulières. Elles se partagent la première place et se sont détachées du reste du classement. Anvers, il a perdu du terrain, il a un peu de mal à enchaîner les victoires sur plusieurs semaines. Alost s'accroche à sa 4e place. Seul Malines pourrait peut-être prétendre à aller venir la disputer avec eux. Et puis derrière, on a des équipes qui se stabilisent. Charleroi qui a fait un bon bond au classement avec 5 victoires consécutives, mais qui va maintenant jouer les 4 premiers lors des 6 dernières rencontres. Limbourg et Leuven qui alternent quelques bons résultats et quelques défaites. Dans la course au top 8, le Brussels n'a plus le droit à l'erreur et va devoir compter aussi sur une fin de saison peut-être catastrophique des louvanistes s'il veut encore y croire, mais voilà, il faut se rendre compte que les chances deviennent infimes. Liège en espérera demain. Liège a signé un 5e succès, a plus de rencontres à disputer que le Brussels, donc a aussi des raisons d'y croire et de peut-être créer l'exploit de rejouer les playoffs. Maintenant, ils viennent de perdre gorgement, c'est une perte importante de leur côté. Oui, en effet, un coup dur pour les Liégeois qui perdent donc leur pivot, le pivot du 5 de base. À quelques journées de la fin de la phase classique, on a décidé de réunir 2 GM, comme on les appelle, à savoir Marie Declercq, General Manager d'Ostende, et Nickel Kepsi, General Manager du Brussels. Tout d'abord, bonsoir à vous deux et merci d'être là. Alors, à tour de rôle, Guillaume et Corentin vont vous poser des questions sur cette saison Covid, comme on pourrait la surnommer. Et je vais d'abord laisser la parole à Corentin pour commencer. Ouais, merci Augustin. Donc, une première question ici, peut-être plus orientée pour Marie. Guillaume vient d'en parler par rapport au calendrier. On a quasiment la moitié de saison qui se joue à partir de mars, avril, mai, on va dire, même plutôt avril-mai. Est-ce que pour un club comme Ostende qui joue la Coupe d'Europe, c'est avantageux d'avoir ce type de calendrier pour laisser peut-être un peu plus de temps lors des premiers tours de Coupe d'Europe qui jouent bien souvent dans la première partie de saison? Donc voilà, quel est un peu ton regard sur ce calendrier? Est-ce que c'est finalement un avantage ou pas pour un club comme Ostende? La seule chose que je pourrais dire, que c'est on a l'habitude de jouer dans ce rythme. Si c'est un avantage maintenant, peut-être oui, parce que on a une base quand même assez large pour pouvoir jouer cette Coupe d'Europe.
Donc, c'est vraiment utile maintenant d'avoir cette base maintenant et peut-être que d'autres équipes ont moins de joueurs en effet, pour nous, c'est un avantage vis-à-vis des autres clubs. Merci Marie. Nickel. Votre championnat est quasiment fini alors que Malines doit jouer encore 11 fois. Est-ce que pour toi, ça fausse complètement le championnat? On savait que ça allait être une saison difficile, hein, donc il faut se remettre les choses dans le contexte. On a décidé de démarrer la saison en pleine pandémie, en sachant qu'il y allait avoir toute une série de défis pendant cette saison. Et donc, on s'attendait à des changements de calendrier, on s'attendait à des équipes qui allaient devoir être écartées du reste du championnat pour des périodes de 2-3 semaines, etc. Donc oui, le championnat est faussé, mais il était mieux d'avoir un championnat que de ne pas en avoir du tout. Et quel est ton regard hier, il y a eu une défaite, j'imagine, difficile face à Liège. Quel est ton regard sur cette saison d'un point de vue uniquement sportif en termes de résultats? Le Brussels visait tout de même le top 8. Alors, tout d'abord, il faut se remettre là aussi les choses dans le contexte. On vit avec des moyens qui sont très limités. On bricole beaucoup à gauche, à droite pour survivre. Donc, on avait une situation qui était déjà assez compliquée avant de commencer la saison. L'objectif était de passer à travers, en plus de ça, une pandémie. Ce qu'on fait puisqu'on on va finir la saison avec des bilans qui devraient être pas loin de l'équilibre. Et sportivement, oui, il y a des regrets, on est déçus. On avait l'impression d'avoir fait un bon recrutement sur papier avec les petits moyens que nous avons. Et donc, clairement, on voulait accrocher les playoffs. Mais à nouveau, la priorité n'était pas sportive cette saison, elle était plutôt extra-sportive. Mais il y a quand même d'énormes regrets sur le point sportif. Ouais. Il y aura des décisions qui seront prises dans les semaines à venir ou c'est encore trop flou pour l'instant? De quel genre de décision? Par rapport à l'effectif de l'année prochaine ou autre, même si on en parlera plus tard dans l'émission, mais par rapport à ce bilan sportif. Il est clair que a priori aucun étranger devrait rester dans notre effectif l'année prochaine. Et alors il y a encore beaucoup de questions qui tournent autour des Belges. On a déjà acté l'arrivée de Terry de Rover, la signature, la prolongation de Louis Hazard pour 3 années. Et il y a d'autres discussions qui sont encore en coulisses pour le moment avec d'autres joueurs. Donc, on va jouer probablement avec moins de joueurs professionnels, mais et peut-être des joueurs moins talentueux, mais avec des joueurs qui ont une mentalité exemplaire. Marie, de votre côté, vous semblez plus que jamais favori. Vous êtes en tête avec Montseno. Comment avez-vous réussi à garder autant de qualité dans l'effectif malgré le Covid? Et je vais un peu plus loin dans ma question. Est-ce que le Covid n'a pas aussi facilité le fait de garder certains joueurs qui auraient peut-être pu aller voir ailleurs, dans certains joueurs belges, mais le fait qu'il y ait la pandémie, ça les a peut-être freinés à aller voir, tenter une expérience à l'étranger, par exemple? Oui, à la base, au début, on avait déjà pas mal de contrats à long terme. Donc, il y avait pas mal de joueurs qui étaient déjà là, même s'il y avait le Covid. Quand tu as un contrat, oui, même s'il y a le Covid, il faut essayer d'honorer le contrat. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et peut-être pour quelques joueurs, pour ne pas mentionner Pierre-Antoine Gillet, je ne sais pas, mais c'est probable que le Covid a joué là et qu'il a décidé de signer à Ostende où il habite maintenant aussi, hein, donc il a acheté une maison là-bas, donc c'est peut-être aussi une raison, mais le Covid a peut-être joué là. Mais ouais, en général, c'était plutôt le fait qu'on avait déjà pas mal de contrats et pas le Covid qui a fait décider les joueurs de rester chez nous. Ok, merci pour vos réponses. Donc, on vient d'aborder le championnat sur un peu son aspect sportif. Maintenant, on va plutôt parler du bilan comptable. Donc, cette saison, on l'a dit, hein, elle a démarré plus tard et elle se déroule à huis clos.
comment les clubs arrivent-ils à s'en sortir sans l'apport notamment de ses supporters? Donc, c'est une des questions qui nous intéresse. Alors, peut-être d'abord Marie et puis Nickel. En jouant sans vos supporters et sans vos partenaires, quelles sont les pertes directes pour votre club? Les pertes directes, ce sont surtout les tickets vendus. C'est aussi ne pas vendus cette année. Hein. C'est aussi le bar et le catering qu'on n'a pas. Mais c'est surtout le fait que les abonnés et les business sites qui n'ont vu aucun match et qui vont devoir, d'une façon ou de l'autre, être compensés. Hein. On va devoir faire quelque chose. On est en train de discuter de ça au sein du club, aussi avec les autres clubs, on a déjà parlé de ça. Mais ça, c'est surtout, c'est pas une perte directe cette année, je dirais, parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui ont payé pour cette année. Mais c'est surtout la question, qu'est-ce qu'on va faire entre cette année et la saison prochaine? Est-ce qu'on doit payer la moitié de l'abonnement ou est-ce qu'on doit rien faire? C'est surtout ça. Pour les sponsors, c'est différent. On a essayé de faire pas mal de choses sur nos réseaux sociaux, sur notre site web et tout ça. Mais il y a quand même des sponsors qui, au début de la saison, quand c'était pas encore sûr qu'on aura des matchs sans public, qui ont décidé de ne pas prolonger leur contrat. Donc, on a une perte là. On a une perte surtout, ou c'est cette saison ou la saison prochaine pour les abonnements et les business sites. Et on a une perte directe des tickets qui ne sont pas vendus. Donc, oui, il y a beaucoup de pertes, je dirais. Et les coûts restent, hein, parce qu'on pense toujours il y aura moins de coûts, mais le coût principal, c'est le coach et ce sont les joueurs. Et eux, ils sont toujours là et on essaie de les payer à temps parce qu'ils s'entraînent et ils jouent des matchs, hein, même sans public. Donc, ça, c'est la situation très précaire et très difficile. On verra comment on peut survivre cette saison parce que c'est clair qu'on aura une grosse perte. Tout à fait. Donc, on l'a compris, donc beaucoup moins de recettes et toujours ces mêmes coûts. Et donc, du côté du Brussels, Nickel? Je crois que Marie a bien tout résumé. Nous aussi, on s'est beaucoup axé sur le digital au Brussels pour donner un autre type de visibilité à nos sponsors. Je crois que c'est vraiment le moment où il faut se développer au niveau digital. C'est des nouvelles habitudes qu'il faut apprendre. C'est devenu même bien plus important qu'un logo sur un maillot. Au niveau des sponsors, peut-être je ne l'ai pas entendu, peut-être que Marie l'a dit, mais on se retrouve aussi face à des sponsors qui vivent la crise, donc qui ne sont tout simplement pas capables de payer leurs factures ou la totalité de leurs factures, même si la volonté est de pouvoir honorer leur contrat parce que c'est avant tout des supporters du club. Et puis, effectivement, moi, de mon côté aussi, j'ai des craintes pour l'année prochaine parce que d'une manière ou d'une autre, il faut compenser nos abonnés la saison prochaine. D'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir compenser les hospitalities qu'on n'a pas pu offrir à nos sponsors cette année, la saison prochaine. Et d'une manière ou d'une autre, il faudra essayer de trouver des nouveaux sponsors ou en tout cas des leviers financiers parce qu'en pleine pandémie, avec trois vagues et peut-être une quatrième, qui sait, peut-être une cinquième ou une sixième, on se retrouve dans une situation où les entreprises elles-mêmes souffrent. Et donc, il y a très peu d'entreprises qui ont explosé et qui se sont développées en pleine période de Covid. Donc, les prospects se font rares, les poissons se font rares et c'est difficile de leur donner quelque chose à manger pour les attraper. Vous avez obtenu des aides, que ce soit de la ville ou d'autres, ou de la Ligue ou autre? Marie, peut-être?
Ouais, ce qu'on a eu comme aide, c'est comme les autres entreprises. Hein. Je ne sais pas comment en Flandre, ça s'appelle het Vlaams Beschermingsmechanisme. Donc, c'est du côté flamand qu'il y a une sorte d'aide pour les entreprises qui ont moins de, ou qui ont une perte de 60%. Hein. Et donc, une partie de ça, mais bon, c'est en total de notre budget, c'est pas grand chose, hein, je dirais. Donc là, on a eu de l'aide de la Ligue. Je trouve que la Ligue fait ce qu'elle peut, mais donc de l'aide financière, c'est aussi difficile. Là, on a eu des petits trucs qu'on n'a pas dû payer. Hein, donc ça, oui, mais c'est pas un gros montant. De la ville, pour l'instant, non. Ouais, donc on cherche de l'aide maintenant dans comme ça s'appelle sportnoodlenings. Je ne sais pas comment je dois dire ça en français, mais c'est une sorte aussi du côté flamand. Comment on dit, Nickel, un emprunt pour les clubs de sport. Ouais, un emprunt pour les clubs de sport. Donc, mais ça c'est une aide. Ouais, c'est aussi une aide pour pouvoir survivre cette saison, pour avoir assez de cash pour payer ce qu'il faut payer. Mais ce n'est pas une aide à long terme. Hein? C'est une aide pour maintenant. On n'a pas encore eu un accord sur cet emprunt, mais on espère vraiment de pouvoir avoir cet emprunt pour faire le pas à l'année prochaine et d'avoir un peu des cash pour survivre aussi les mois de l'été. Parce que normalement, à partir de mai, juin, on commence à renouveler les abonnements, par exemple. Ouais, ça sera aussi un peu difficile de faire ça maintenant. Donc, dans le cash planning, ça devient de plus en plus dur. Hein? Ça, c'est clair, mais je crois que ça, c'est pour chaque club comme ça. Ouais. Qu'en est-il à Bruxelles, Nickel? Alors, effectivement, on a reçu des aides au niveau de la Ligue. Hein. Les montants ne sont pas énormes, mais ils sont tout aussi importants parce que petit et petit, ça fait gros. Et il ne faut pas oublier aussi que la Ligue doit pouvoir survivre. Hein. Elle ne doit pas se mettre non plus en difficulté financière. Donc, faut dire que la Ligue a fait ce qu'elle pouvait. Ouais. De notre côté, on a également une aide comparable à celle qui est en Flandre, qui s'appelle la prime Tetra à Bruxelles. Et là, j'ai introduit la demande ce matin parce que on peut introduire le formulaire de demande sur base des déclarations TVA à partir d'aujourd'hui. Et donc, juste pour donner une petite idée, un ordre d'idée, on a 80% de pertes de recettes entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020. Donc, c'est pas des petites pertes, c'est des grosses pertes de revenus. On a un échevin des sports qui nous soutient énormément. Donc, pendant des années, on sait qu'on souffre avec notre petite salle, qu'on est un petit peu bloqué au niveau des hospitalities, etc. Et donc, ici, avec le Covid, on a reçu une aide aussi, on va dire, plus ou moins comparable à celle qu'on a reçue de la Ligue. Mais tout ça n'est pas assez, évidemment, pour survivre. Et donc, finalement, qu'est-ce que chaque bon club doit faire? C'est extrêmement bien surveiller ses dépenses. Et donc, voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on fait. Chaque euro qui est dépensé est extrêmement bien compté. Et ça va même parfois pour des petits détails, pour des petites choses à 200 ou 300 euros. On s'est dit, OK, on va se le priver maintenant parce que 200 et 300 euros maintenant, x 10, ça fait 2 000 à 3 000 et c'est important. Et je crois que comme tous les clubs, niveau cash flow, ça commence à être très difficile. Et donc voilà, on fait du mieux qu'on peut pour pouvoir survivre et donc payer tout le monde à temps, ça c'est sûr. Vous l'avez dit, donc
au niveau des sponsors, ce n'est pas facile pour eux non plus. C'est difficile de se projeter, de renégocier en vue des saisons à venir. Si on se centre un petit peu aussi sur le public, on avait un championnat qui perdait un peu de son attractivité, je pense qu'on peut le dire. Ça se ressentait parfois dans des salles un peu plus désertées. Cette saison de huis clos, c'est aussi un risque de perdre le contact avec une petite partie du public. Quel retour pouvez-vous nous donner sur le modèle de l'EMBL TV qui a pu permettre aux personnes depuis chez elles de malgré tout continuer à suivre le championnat? Mickaël, peut-être commencer. Écoute, ce que je trouve qui est intéressant avec EMBL TV, c'est que maintenant, on peut suivre tous les matchs. Alors, c'est vrai que le système n'est pas parfait, mais je me rappelle encore, pour ceux qui se rappellent, il y a un peu plus de 20 ans, quand on voulait connaître le score, on regardait le télétexte sur la télévision et on attendait que le score se mette à jour et alors, donc, on cherchait, est-ce qu'il n'est pas sur la chaîne de la RTB, peut-être sur la chaîne de la VRT. Donc, on chipotait dans tous les télétextes pour connaître les scores. Et aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de regarder les matchs. Et je crois que tous les clubs ont fait des efforts pour avoir des commentaires de qualité. Maintenant, l'image par moment, et on n'est pas les seuls responsables par rapport à la qualité d'image et du son. Il faut savoir aussi qu'on est tributaire de la connexion Internet de la personne qui regarde les matchs. Et donc, effectivement, ça permet de garder un contact, mais il n'y a pas que cet outil-là. Il y a aussi un autre outil. Je crois qu'on a pu voir parmi tous les réseaux sociaux et aussi dans certains articles de presse, beaucoup d'highlights des matchs. Et ça aussi, je crois que c'est un outil intéressant parce qu'on est dans une société qui consomme aussi très vite maintenant et très rapidement et qui a besoin de consommer sur un laps de temps très court. Et là aussi, la Ligue a travaillé en ce sens avec la mise à disposition de highlights directement juste après le match. Et là aussi, je crois que c'est un outil vachement important. Pour continuer aussi le contact avec nos supporters, je crois que Charleroi est un bon exemple. La conférence de presse en ligne juste après le match, des vidéos, des échauffements auparavant. Je crois qu'Ostende travaille aussi dans cette direction-là, aussi beaucoup axé sur le digital pour pouvoir donner des images inside de ce qui se passe avant les matchs. Je me rappelle une image qu'on voit avant chaque match à Ostende, c'est Jean-Marc qui frotte la tête de Djordjevic dans le couloir. Je crois que c'est devenu une scène culte du championnat belge. Et puis nous aussi, effectivement, au Brussels, on essaye de travailler aussi sur des vidéos inside des échauffements et de ce qui se passe avant, après. Et puis, tout récemment, on a commencé à développer une émission télé en bord de terrain avant les matchs, avec les enjeux du match. C'est quelque chose qu'on aimerait développer l'année prochaine également. Ok, super. Merci à vous deux pour vos réponses. Donc là, on vient de tirer un peu le bilan de la saison actuelle, que ce soit sportif ou sur le bilan comptable. On va maintenant se projeter dans le futur. Donc, la saison prochaine, ce sera la Benelux qui va débarquer. Un concept qui est quand même totalement révolutionnaire pour nos 10 équipes de D1. Guillaume, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est que cette future Benelux? En quelques mots, j'aurais bien aimé, ça ne va pas être aussi simple que ça. Donc, la source de motivation première, voilà, c'était d'insuffler une nouvelle énergie au championnat, lui permettre d'évoluer sportivement, médiatiquement, économiquement, casser cette monotonie dans laquelle on s'était un petit peu intégré des 10 mêmes équipes, des affiches identiques minimum 4 fois, voire plus sur la saison. Donc voilà, énormément de travail a été effectué en coulisses entre les instances et les clubs des deux pays pour parvenir à un nouveau modèle de compétition qui était devenu presque vital pour la discipline. Alors, son fonctionnement n'est pas simple à décrypter. Les 2 championnats nationaux classiques, mais fortement écourtés, vont débuter la saison. Les 5 premiers de chaque pays sont versés dans le Golden Group. Les 5 clubs belges restants et les 7 clubs néerlandais restants formeront le Silver Group. Facile jusque-là, accrochez-vous car la suite promet quelques surprises. Donc, cette phase 2 de match entre les clubs belges et néerlandais débutera en 2022. À quoi elle sert? Dans le Golden Group, les clubs se disputeront les places pour les demi-finales de play-off nationaux. Les autres seront d'office qualifiés pour les quarts de finale. Dans le Silver Group, il restera un ticket pour les play-offs nationaux à aller chercher.
Et donc, pour se faciliter l'accès au titre de champion de Belgique, on doit perdre le moins possible contre les clubs néerlandais et inversement. C'est déjà assez particulier. Alors, qui est champion de Benelux, me demanderez-vous? Le premier du Golden Group? Non, ce serait trop simple. On est reparti pour une nouvelle phase. Donc, les playoffs nationaux débutent. En parallèle des playoffs nationaux, on a tous les clubs qui n'ont pas pu y parvenir, qui font les playoffs de Benelux. Ces compétitions se suivent. À chaque fois qu'on est éliminé des playoffs nationaux, on revient dans les playoffs de Benelux. La saison n'est toujours pas terminée. Et de match en match, on arrive à avoir le champion de Belgique et le champion des Pays-Bas. Ces deux clubs arriveront directement en demi-finale des playoffs de Benelux. Et donc, ça signifie qu'on peut terminer dernier de Belgique ou des Pays-Bas, se réveiller, se relancer pour le Silver Group pour peut-être aller se disputer pour le titre de champion de Belgique et des Pays-Bas. Si jamais cette deuxième phase n'était toujours pas le bon moment pour enchaîner les séries de victoires, c'est pas grave, on peut toujours être champion de Benelux en ayant manqué 6-7 mois de compétition. Donc voilà, c'est assez farfelu, ça va laisser beaucoup de chance. Après, comme on l'a dit, la source de motivation de départ, elle est tout à fait honorable, nécessaire et c'était indispensable d'avoir ce changement. Il faudra un petit peu de temps pour s'y adapter et bien comprendre tous les mécanismes. On devrait avoir prochainement l'annonce d'un nom pour cette compétition, des droits médiatiques, des droits télévisés. Voilà, on espère retrouver des directs à la RTBF, comme c'est le cas sur Sportza, et que médiatiquement, ça suive également ce nouveau championnat. J'en viens aux questions. Cette incertitude qui règne pour le moment pour budgétiser la saison prochaine, surtout avec cette nouvelle formule, il va y avoir des dépenses autres en termes peut-être de déplacement, qui sait de logement si on est à l'autre bout des Pays-Bas. Où est-ce qu'on en est un petit peu dans les deux clubs concernant la saison prochaine? On sait que du côté du Brussels, on a commencé à annoncer l'un ou l'autre joueur. Quels facteurs sont pris en compte dès maintenant pour pouvoir tout doucement dessiner l'équipe de la saison prochaine? Tout d'abord, laisse-moi te dire que tu me fais penser un petit peu à Jamy de C'est pas sorcier. Ah bon. Parce que si j'avais eu un prof comme toi, j'aurais été encore plus assidu à l'école. Si. Et alors, pour la suite, au niveau des facteurs qui permettent d'établir un budget, ben, tout simplement, j'en ai pas. Donc, je suis en train de mettre mes recettes ticketing, mes recettes hospitalities à zéro, mais en mettant tout de même des dépenses hospitalities parce que je dois faire des compensations auprès de mes sponsors, on l'a dit plus tôt avec Marie. Donc, c'est un exercice budgétaire important parce qu'il y a les dépenses qui vont augmenter l'année prochaine si on peut réaccueillir du public. Mais on aura des recettes qui vont diminuer du fait qu'on doit faire de la compensation. Donc c'est très difficile. Et donc, je le disais un peu plus tôt dans ce podcast, on va probablement jouer avec moins de joueurs professionnels, peut-être moins talentueux, mais avec une meilleure mentalité, pour pouvoir toujours aligner une équipe compétitive, plus compétitive que cette année, me diriez-vous. C'est pas difficile, mais donc voilà, on va à nouveau bien surveiller nos dépenses et au niveau du budget, on va essayer de budgétiser le moins possible au niveau des recettes. Marie, du côté d'Ostende, on a donc ces contrats peut-être à plus long terme, ce qui permet aussi d'avoir une idée des coûts que vont générer l'effectif la saison prochaine. Oui, donc on a une belle vue, je dirais, sur le coût de l'équipe ou d'une partie de l'équipe l'année prochaine. De l'autre côté, c'est aussi, ça donne pas beaucoup de possibilités de jouer avec le budget. Hein? Donc, c'est un avantage, mais pour cette année, c'est aussi peut-être un désavantage, on verra. Donc, ce que nous, on est en train de faire, c'est vraiment de travailler sur les sponsors pour l'année prochaine, pour voir où on arrive avec le budget. Et ça dépend des semaines prochaines ou des mois prochains, mais à court terme, de voir où on sera avec le budget. Et c'est sur cette base-là qu'on va décider comment on va
établir l'équipe pour l'année prochaine. Donc, on travaille vraiment. C'est différent des années passées. C'est ici à court terme, voir où on est. Et puis, on va décider ce qu'on fait avec l'équipe. Ce qu'on a déjà fait, c'est on a signé pas mal de jeunes joueurs. Mais ce sont plutôt des joueurs pour le futur. Hein. Il y a dans différentes équipes aussi à Charleroi pas mal de jeunes Ostendais, hein, qui ne sont pas vraiment des Ostendais, mais qui ont joué à Ostende, qui ont eu une opleiding, une formation à Ostende. Donc, on veut continuer sur cette base. Et on a signé pas mal de joueurs. Donc, ça, on a déjà fait, mais ce sont des petits contrats. Hein, ce ne sont pas des grands contrats. Donc, les prochaines semaines sont vraiment cruciales et j'espère qu'on trouvera des nouveaux sponsors ou des sponsors qui veulent donner un peu plus. Même avec les incertitudes qu'il y a toujours hein, pour la saison prochaine, on a décidé de commencer fin septembre, mais qui nous dit qu'il y aura du public hein, fin septembre. Donc, il y a pas mal d'incertitudes. Donc, il faut trouver des sponsors qui croient dans le produit basket et dans le produit innovatif du Benelux. Et ça, c'est peut-être... peut-être que ça, on a un peu plus qu'on peut vendre cette Benelux comme produit innovatif. Et comme j'ai bien compris de la Ligue, il y a des contrats ou des médias qui sont intéressés. Et ça, c'est le plus important. Je crois qu'il y a des médias intéressés, des partenaires intéressés. Et c'est ça que nous, on doit vendre maintenant à nos sponsors en disant, voilà, on aura un produit innovatif, un bon produit et il faut croire dans le basket et dans ce que nous, on vend comme club. Dans cette même lignée, Nickel, voilà justement cette extension géographique, ce nouveau modèle de championnat, est-ce qu'en effet, on pourrait en tirer des avantages économiques au niveau des clubs à court terme? Écoute, à court terme, je crois que ce sera l'occasion de pouvoir peut-être draguer certaines sociétés présentes sur les deux pays plus facilement. Maintenant, il faut savoir que souvent, les pôles de décision sont plutôt nationaux que sur les deux pays. Il y a encore toujours des sociétés où il y a des directeurs Benelux ou des directeurs Béné, mais ça reste compliqué. C'est un investissement d'abord, je crois, de notre part, de la part des clubs, mais vraiment pouvoir bien commercialiser le tout et bien se faire voir. Et donc, ça passe aussi également avec visibilité TV. Guillaume a expliqué donc cette formule. On a parlé un peu des partenaires, mais en dehors de tout ça, les clubs ont voté pour cette Benelux. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer, peut-être sur le plan sportif? On a parlé le fait de ne pas jouer toujours contre les mêmes adversaires, mais quels sont les autres points positifs de cette Benelux? Marie, peut-être? Pour moi, il y a 2 points. C'est le fait que c'est autre chose que pour nos supporters. Ce sont des nouvelles équipes, nouveaux joueurs. C'est quelque chose de différent parce qu'il y avait des années qu'on jouait 6 ou 8 fois contre les mêmes clubs, hein, finalement. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Le deuxième élément important, c'est le marché des visiteurs potentiels ou des fans potentiels. Pour moi, ça, c'est le deuxième élément. Si on peut avoir des nouveaux fans qui viennent des Pays-Bas ou des nouveaux fans qui regardent un match en télévision, c'est une opportunité et c'est vrai que ce que Nickel dit, c'est à nous, les clubs, de le commercialiser et de bien vendre ce produit magnifique du basket. Hein? Et ce n'est pas seulement pour Ostende, c'est pour chaque club. Je crois vraiment qu'on a un produit magnifique. À chaque fois qu'on a des nouveaux visiteurs, nous,
dans la salle, ils disent toujours, mais j'ai jamais vu un match de basket, mais c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de nouveau, c'est tout à fait différent du foot et c'est ça que nous, on doit vendre. Et je crois qu'on a beaucoup de tools dans les mains pour le faire et c'est question de commercialiser et d'avoir des jeunes GM qui font ça avec tout cœur et qui vont à fond pour vendre ce qu'il faut et de vraiment essayer de faire un pas en plus pour tout le basket et pour les cups en spécial. Super, merci beaucoup. Marie et Nickel, maintenant c'est notre petite séquence habituelle dans Coast to Coast. Donc on vous a préparé quelques dilemmes, 5 chacun. Vous avez droit à un joker. Et évidemment, n'hésitez pas à commenter votre choix. On va commencer par Marie. Donc Marie, es-tu prête? Oui. Alors, Final Four de la Champions League ou participer à l'Eurocup? Final Four de Champions League. Une finale contre Anvers ou une finale contre Mons? Une finale contre Mons. Un titre à huis clos ou alors une défaite en finale devant son public? Un titre à huis clos. Alors, un peu plus dur, Wevelgem ou Ostende? Ostende. Ok, et une dernière, une bière Filou ou un verre de vin? Oh, ça c'est vraiment difficile parce que moi je ne bois pas de bière, mais j'aime tellement les gens qui sont derrière le filou. Et en plus, c'est encore plus difficile parce que j'ai un oncle qui a un magasin de vin. Donc, mais je dirais en ce dilemme quand même filou. Ouais. Okay, super, ça marche, merci beaucoup. Nickel, c'est à toi. Alors, une nouvelle salle ou un titre surprise? Waouh! Wow. Celui-là, il est vraiment, vraiment difficile. Je ne peux pas choisir les deux? Si, c'est ton joker, hein, tu peux choisir les deux. Choisir les deux alors. Ça marche. Alors, donc Guillaume l'a expliqué, la Benelux c'est complexe, mais alors, finir dans le top 5 de la Benelux, mais perdre toutes les rencontres du deuxième tour, ou alors finir 6e et tout gagner? Finir 6e et tout gagner. Yann Anavan ou Serge Crèvecoeur? J'ai plus de joker. Écoute, j'ai pas connu Serge. Maintenant, je crois qu'il faut quand même laisser à l'homme qu'il est, l'entrepreneur qu'il est, la création d'un club venu de Détroit, arriver en D1, faire tout ce que le club a réalisé les 7 dernières années. Je crois que c'est un grand artisan avec mon président André de Candelar. Mais ça appartient à l'histoire du club, je crois qu'il ne faut pas oublier. Et finalement, quand je suis arrivé, il y avait des finances qui étaient assez saines. Mais maintenant, on est résolument à tourner vers le futur et donc Yann Anavan. Ok, ça marche. Alors, Phoenix Brussels ou Phoenix Suns? Phoenix Brussels. Et une dernière, gagner un trophée avec le Brussels ou devenir general manager d'une pointure européenne? Barry, aide-moi. Gagner un titre avec le Brussels et voilà, avec le Brussels parce que c'est eux qui m'ont donné la chance et donc on va y aller pour ce titre très bientôt. Et avec ce trophée, le Brussels pourrait tout simplement devenir une pointure européenne, hein, qui sait. Donc voilà. Merci. Exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup à vous, Marie et Nickel, pour votre participation et toutes vos réponses. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de saison et on vous remercie encore grandement pour toutes vos réponses. Merci à vous.
Coast to Coast se termine ici, une 4e émission qui aura fait la part belle aux coulisses du basket belge. Vous pourrez la réécouter sur les réseaux sociaux de Tactica ainsi que sur Spotify et YouTube. Je tenais à remercier à nouveau Marie Declercq et Nickel Kepsi pour leurs nombreuses réponses et c'est avec joie que j'ai pris part à cette émission Coast to Coast en compagnie de Guillaume Zaracas et Corentin Wilmo. Merci à vous. On se retrouve toutes les 2 semaines pour de nouvelles aventures sur le basketball. Ciao!